Ok, donc on se retrouve pour la correction de la deuxième partie de ce Math A de 2017. Dans la première partie, on a vu quelques résultats sur les formes symplectiques, mais ici ça n'a rien à voir. Si tu n'as pas regardé les premières vidéos, tu vas pouvoir suivre totalement cette vidéo-là sans aucun souci. Elle n'a rien à voir avec les autres. On parle de polynômes, de résultants. On montre des résultats qui sont assez sympas, assez essentiels en termes de résultants, que je te conseille de connaître parce que ça peut revenir dans beaucoup de sujets, contrairement aux formes symplectiques qui sont un peu plus niche. Dans la partie 1, on avait beaucoup de questions simples, beaucoup de questions élémentaires sur l'algèbre linéaire. Ici, on est vraiment dans le vif du sujet. Les questions sont plus dures. Dès la question 10, c'est un peu plus dur, mais ça reste très, très largement accessible. La question 11 et 12, par contre, sont vraiment dures. Donc, je te conseille de les chercher et de regarder après. Évidemment, la question 12 est un vrai classique. Je te conseille de la connaître, ok? Donc, pour la question 10, donc on nous définit ce que c'est que le résultant de deux polynômes. Donc on ne nous dit pas le terme résultant, mais c'est ce que c'est. Si tu veux, tu peux aller regarder sur internet. C'est de genre programme. Tu peux regarder ce que c'est pour la culture, mais c'est pas essentiel. Tu peux faire toute cette partie sans rien connaître sur le résultat. Ok? Du coup, ce que tu vas faire, c'est que dans la première partie, enfin dans la première question, tu dois montrer que bon bah ça c'est un isomorphisme si et seulement si P et Q sont premiers entre eux. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, sans même savoir si P et Q sont premiers entre eux, on propose P OH Q est égal à D. Ok? On dit que, bon, bah, si D est égal à 1, ils sont premiers entre eux, et donc on va montrer que c'est un isomorphisme. Montrons que LPQ est un iso. Ça revient à montrer que le ker de LPQ est égal à 0. Pourquoi? Parce que bon, bah, c'est évidemment linéaire. Ça, je pense que tu peux te passer de vérifier à ce niveau-là du sujet. Si dans la partie 1, tu as tout bien rédigé, tu peux dire que bon, bah, ici, c'est évidemment linéaire. Par ailleurs, c'est la même dimension. Ça, par contre, tu dois forcément le mentionner, peut-être par un calcul, peut-être par 2 lignes. Tu dis que c'est la même dimension. Et donc, tu peux te limiter à l'injectivité. Ok? Tu montres que ker LPQ est égal à 0. Bon, bah, très naturellement, on prend VW appartenant à ker LPQ. Ça nous donne que W, alors c'est dans quel sens? C'est VP est égal à moins WQ. Or, on a P OHQ qui est égal à 1. Donc par le lemme de Gauss, on a P qui divise W. Sauf que bon, bah, si tu regardes l'espace de départ de W, c'est P-1, c'est RP-1, et P, il est de degré P. Donc ça nous donne que et W appartenant à RP-1 nous donne que W est égal à 0. Okay? Donc ça, tu peux faire exactement la même chose pour V et trouver que V est égal à 0. Donc de même. Et tout le monde est content, le noyau est nul, LPQ est bien d'un isomorphisme. Maintenant, si on prend D de degré strictement supérieur à 1, ça nous donne, par définition du PGCD, ça va diviser P et Q. Donc il existe P1, Q1 appartenant à R crochet X, privé de 0, au carré, tel que P est égal P1 de D, Q est égal Q1 de D. Donc notre but, c'est de montrer que LPQ n'est pas un isomorphisme. Pour ça, on va un peu déballer les hypothèses, et là on voit clairement que bon, bah, on peut faire apparaître un truc nul ici, assez facilement, en évaluant LPQ de la bonne manière. Et bon, bah, par hypothèse, vu que c'est différent de 0, on va avoir que le noyau n'est pas nul et que donc c'est pas un isomorphisme. Okay? Donc pour ça, on va évaluer LPQ en
euh, Q1 en Q1 moins P1. Ça va nous faire pardon, P de Q1 moins P1 de Q. Ok? Tu développes ça avec l'expression là. Donc ça nous donne P1 D Q1 moins P1 Q1D. Ça fait 0. Et donc le noyau est non nul. Ok? Donc petite question un peu moins évidente que déjà les questions de la première partie qui étaient vraiment plus simples. Maintenant la question 11, assez compliquée si tu n'as jamais vu la notion de résultant. Donc la question 11, on te demande de montrer que, bon bah on demande de construire une application comme ça, qui, si elle est non nulle, alors les racines de P sont simples dans C. Déjà, premier réflexe, P scindé simple, donc P est toujours scindé dans C. Maintenant, dans C, P scindé simple, c'est équivalent à dire que P OH P' est égal à 1. Donc ça, c'est équivalent à dire que P scindé simple. Je te laisse le vérifier si tu ne le sais pas encore, mais a priori, c'est un truc ultra connu, ultra classique, donc tu devrais le savoir. Ici, tu peux presque l'affirmer. Je te conseille de quand même le redémontrer rapidement. Ça ne te fera pas perdre de points. Ok? Donc, ici, POH'P' est égal à 1. C'est équivalent à dire que P scindé simple. Sauf qu'on a vu dans la première caractérisation de la question 10 qu'ils sont premiers entre eux si et seulement si LPQ est un isomorphisme. Donc en fait, on revient au fait que on va montrer qu'on va avoir une application qui, si elle est non nulle, LPQ, L de PP', donc L de PP', iso équivalent à P scindé simple. Ok? Donc c'est ça qu'on veut montrer. Sauf que a priori, ici c'est pas un endomorphisme. Donc le déterminant d'un isomorphisme quelconque, on ne connaît pas forcément. Et en fait si. Parce que du coup, l'idée naturelle c'est de se dire si on prend un truc non nul qui caractérise les isomorphismes, c'est naturellement le déterminant. Et donc ici, on va devoir se ramener à un point de vue matriciel et regarder le déterminant des vecteurs pour pouvoir se ramener du coup à un déterminant et construire notre application R. Donc voilà, c'est ça l'idée qu'on va mettre en place. Donc du coup, on va poser B. Donc on se ramène à un truc matriciel. Donc on va poser B. On va construire une base B base de RP-1. Hop, RP-1 de X croix RQ-1 de X. Ok, donc la base naturelle à prendre, c'est B est égal à tu prends une base de P-1, donc tu vas mettre 1, ensuite tu vas mettre, et donc après tu prends des 0, donc ensuite tu prends X, 0, et ça jusqu'à XP-1, et ensuite tu fais la même chose mais dans l'autre sens, donc c'est presque une base canonique, donc 0, 1, 0, X, et tout ça jusqu'à X 0 XQ-1. Ok, à partir de cette base, du coup, tu vas dire que si tu prends la base canonique de l'espace d'arrivée, donc l'espace d'arrivée c'est ça, donc si tu prends la base canonique de ça, donc c'est égal à 1 xp plus q moins 1. Et moi tu vas dire que LPP' c'est un iso si et seulement si
le déterminant de LPP' de B, donc ça c'est une famille de vecteurs, dans la base canonique différente de 0. Ok, donc ça c'est la grosse idée, c'est de, en gros, bon bah, tu as des espaces de même dimension, donc ça peut s'interpréter de manière matricielle ou en famille de vecteurs. Et la grosse difficulté de cette question, bah, c'est de se dire que effectivement, tu as des déterminants de famille de vecteurs. C'est même la première chose qu'on a fait quand on a déterminé, quand on a défini des déterminants, c'est bon, bah, le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de ses vecteurs colonnes. Ok. Donc du coup là, c'est le déterminant de la famille de vecteurs LPP' dans la base canonique de l'espace d'arrivée. Ça nous donne que, bon bah si on pose R, qui est l'application qui va de RD de X dans R, et qui AP associe LPP', enfin déterminant de LP P' dans la base canonique de RD, et ben ça convient, ok. LPP' de B, D, en fait ici ça va dépendre de D, D-1 en fait. Ici tu vas avoir des petites dépendances, ici ça va être D, ici ça va être D-1 du coup, parce que le polynôme dérivé est de degré P-1. Tu auras des petits détails à régler, mais en gros c'est ça l'idée. Le reste c'est du détail, c'est de la rédaction. Donc je te laisse le faire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour pouvoir s'intéresser du coup plus en détail à la question 12, qui est vraiment une question intéressante, petite question de topologie. Les questions de topologie, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans les sujets, c'est les questions dures qui sont les questions de topologie. Ici, c'est la question de fin de partie, donc voilà. Ok, donc on nous demande de montrer que si on a f de R puissance D dans R polynomial de degré D, de 1, et de 2 on dit qu'elle est non nulle. Non, en fait on ne dit pas qu'elle est polynomiale de degré D, on dit juste qu'elle est polynomiale, pardon, et qu'elle est non nulle, ok. Donc, polynomial non nul, ok, et on nous demande de montrer que l'image réciproque de R D privé de 0, ça c'est dense dans R, ok. Comment on va s'y prendre? Donc un truc est dense si son complémentaire est d'intérieur vide. Je te laisse le revérifier, le revoir dans ton cours. Mais en gros, f-1 de RD privé de 0 dense, ça implique que f-1 de 0 d'intérieur vide. Ok. Du coup, on va raisonner par... enfin, c'est équivalent. On va raisonner par l'absurde. On va dire, ok, bon bah, ça en gros, c'est les zéros du polynôme f. Les zéros du polynôme f, bon bah, c'est forcément d'intérieur vide parce que c'est fini. R, c'est très grand. R, c'est infini. Et en fait, les zéros du polynôme f, c'est juste des petits points. Ici, c'est juste des petits points. Donc, c'est sûr que si tu prends un point dans les zéros de f, ici, bah, tu n'auras personne, donc ce sera forcément d'intérieur vide. Ça, c'est l'intuition que tu peux t'en donner. Mais on va rédiger ça plus formellement. Tu peux te dire que bon, bah, les zéros d'un polynôme, c'est forcément d'intérieur vide parce que bon, bah, les polynômes, c'est un nombre de zéros enfin, qui est fini. Donc, c'est assez petit dans l'ensemble en tout entier. Donc, pour ça, on prend... Donc, si f
moins 1 et d'intérieur non vide, alors on prend A. Donc ça, c'est un truc de R puissance D. Donc c'est naturel de prendre des notations un peu comme ça. A, AD appartenant à l'intérieur de F-1 de 0. Enfin, à l'intérieur, oui. Donc ça veut dire que, bon bah, il existe R appartenant à R plus étoile tel que la boule infinie de centre A et de rayon R est égale à 0, enfin est inclus dans F-1 de 0, enfin est inclus dans F-1 de 0. F-1 de 0, je vais juste noter Z, les Z de F, ce sera plus simple. Z de F, bon bah F-1 de 0, c'est les 0 de F, c'est tous ceux qui tombent sur 0, donc c'est les 0 de F. C'est du coup pour ça que j'utilise cette notation. Ça, c'est inclus dans les 0 de F, ok? Là, on va avoir une contradiction parce que tu vois bien que ça, c'est infini. Les 0 de F, c'est fini. On voit qu'on va pouvoir s'en sortir, mais bon, c'est un raisonnement assez compliqué, donc je vais bien détailler. C'est-à-dire que pour tout x, x1, parce que ça, c'est des boules dans R, donc c'est des segments en fait. XD, non, R puissance D même, appartenant au produit, au pavé en fait, ça c'est un pavé, de AI moins R. AI plus R, I allant de 1 à D, on a F de, on peut même marquer ça grand X, F de grand X est égal F de X1 XD est égal à 0. Ça vient du fait que la boule est inclue dans les zéros. Ok? Je te laisse vérifier ça. Mais c'est une réécriture en fait. C'est tout simplement une réécriture. En particulier, bon bah si tu prends tout ça, si tu prends juste la fonction qui a x associe f de x1 jusqu'à xd-1, et le dernier tu mets un x, ça reste polynomial, ok, et c'est nul sur le segment, enfin sur l'intervalle, sur AD, AD-R, AD plus R. Ça admet une infinité de 0, donc c'est égal à 0. Cette fonction-là, elle est égale à 0. Tu vois bien que si tu fais la même chose en remplaçant ça, ça va être égal à 0. En remplaçant xd-1, ça va être égal à 0. Donc en remplaçant xd-2, ça va être égal à 0. Et en éclairant le procédé, tu auras que f de x, f est nul en fait. F de x est nul pour tout x, donc f est nul. Sauf qu'on a supposé f non nul. Donc ceci nous donne forcément que f-1 de 0 est d'intérieur vide. Ok? Voilà, c'est un petit raisonnement topologique plus ou moins élémentaire. Il y a quelque chose d'important à retenir. Ici, cette équivalence, c'est du cours, tu dois le savoir, absolument. Ensuite, cette petite technique d'itérer le procédé, c'est pas facile à avoir, mais une fois que tu as compris la question, c'est assez naturel en fait. Mais c'est juste comprendre la question et voir en fait où va situer l'incohérence. En fait, le fait de dire que bon bah les zéros en fait c'est très petit, c'est fini et dans tout l'espace ça ne peut pas être d'intérieur vide parce que tu vois que une boule par définition c'est infini. Ok? Donc c'est ça.